Donc, je vous propose de démarrer sans plus tarder. Tout d'abord, donc, en vous priant d'excuser notre retard lié à la commission d'enquête à laquelle nous participons, Marie Mercier et moi, sur la justice pénale, les politiques pénales à la suite de l'affaire Liliana. Donc, nous avons pu poser nos questions, mais pas entendre nos réponses. Mais nous sommes là et nous vous remercions d'être également présents pour cette conférence de presse avec ce deuxième rapport de la délégation aux droits des femmes sur la place des femmes dans l'univers du jeu vidéo que nous avons adopté hier. Je dis deuxième rapport puisque j'ai vu quelques-uns peut-être d'entre vous déjà il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines sur le rapport sur les masculinismes. Mais vous verrez qu'on n'est pas toujours très éloigné de ce rapport, de ce premier rapport. Notre conférence de presse tombe à point nommé aujourd'hui, puisque ce soir même, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de l'e-sport, l'e-Sports World Cup, qui se tient pour la première fois en France, à Paris, jusqu'au 23 août, est ouvert ce soir. Ce rapport s'inscrit dans le prolongement de nos travaux sur la place des femmes et des filles dans les sciences, également, que nous avons remis l'année dernière, en octobre dernier, et qui se titrait « XX égale XY, féminiser les sciences, dynamiser la société ». Le rapport que nous vous présentons s'intitule « Jeux vidéo, de la Game Boy aux filles dans le game, l'égalité en cours de chargement ». Il contient 18 recommandations afin de permettre aux femmes qui ont désormais leur place dans l'univers du jeu vidéo d'y jouer, de s'y exprimer, de créer et de concourir dans les mêmes conditions que les hommes. Nous avons consacré à ce rapport 8 mois de travaux, plus de 40 heures de réunions. Nous avons rencontré près de 90 personnes différentes et effectué au total 5 déplacements de terrain, dont un déplacement à Montréal. Loin d'être anecdotique, le sujet de la place des femmes dans l'univers vidéoludique s'inscrit dans un contexte économique particulier, puisque le jeu vidéo constitue aujourd'hui, de loin, la première industrie culturelle mondiale, avec un chiffre d'affaires mondial annuel de plus de 200 milliards de dollars, chiffre de 2025, et la première industrie culturelle française, avec 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel à l'échelle de la France, donc dépassant en valeur le livre et le cinéma. En France, l'industrie du jeu vidéo, c'est environ 1000 entreprises actives, essentiellement des studios de développement de jeux et plus de 10 000 emplois directs. La région parisienne concentre une grande partie des entreprises, environ 48%, et des professionnels, environ 57%. Elle accueille notamment à Saint-Mandé le siège d'Ubisoft, entreprise française créée en 1986 et devenue en 40 ans un géant mondial incontournable de l'industrie du jeu vidéo, dont nous avons auditionné les dirigeants et dont nous avons visité le studio à Montréal. Ubisoft emploie aujourd'hui près de 17 000 personnes dans le monde, dont 4 000 en France. Mais certaines régions françaises ont également développé un écosystème vidéoludique dynamique et créateur d'emplois, comme la région Occitanie où la ville de Montpellier tire très bien son épingle du jeu. Nous nous y sommes rendus pour visiter le studio Soundfall Interactive, qui a créé un jeu multiprimé en France et à l'étranger, Clair Obscur Expédition 33, mais aussi des studios de taille plus modeste, mais tout aussi créatifs. L'industrie française du jeu vidéo bénéficie également de soutiens publics très structurants pour la filière, parmi lesquels le crédit d'impôt jeux vidéo, qui représente une dépense annuelle moyenne de 50 millions d'euros, et le fonds d'aide aux jeux vidéo doté de 5 millions d'euros par an, sans compter les aides régionales. Dès lors, quelle place les femmes occupent-elles au sein de cette industrie en France ? Notons d'abord qu'au cours des 25 dernières années, l'industrie a bénéficié d'une féminisation massive de ses publics, puisque près de la moitié des joueurs sont aujourd'hui des joueuses, alors qu'elles n'étaient que 10% en 2000. Et pourtant, cette industrie peine encore à se féminiser et à se diversifier. Les femmes ne représentent que 20% de ses effectifs globaux,
à l'échelle nationale et seulement 14% dans des postes de direction. Les femmes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo en France sont encore freinées dans leur progression de carrière, victimes de discrimination, de sexisme, voire de violences sexistes et sexuelles, et dissuadées de rester dans ce secteur par des conditions de travail qui leur sont souvent défavorables. En outre, elles ont été les premières victimes d'une fragilisation économique du secteur post-Covid, contre-coup d'une euphorie spéculative et d'une crise de la surproduction au moment du confinement. En 2 ans, entre 2022 et 2024, la part des femmes dans l'industrie en France est ainsi passée de 24% à 20%, en baisse de 4 points, donc baisse constatée pour la première fois en 10 ans, alors que ça ne faisait que croître. Tac, le décrochement, on voit que ce sont les femmes qui disparaissent au moment où tout le monde disparaît, parce qu'effectivement le jeu vidéo connaît une crise, mais évidemment ça touche proportionnellement plus les femmes. De la même façon, le nombre de femmes occupant des postes de direction a fortement baissé et il est passé de 20% en 2022 à 14,2% en 2024, soit un recul de près de 6 points. En 2020, ce taux se situait à 11%. Donc on voit bien, 2022, on passe de 11 à 20 et paf, on s'écrase en 2024. Tous les professionnels du secteur que nous avons rencontrés ont reconnu l'importance à la fois stratégique, économique, professionnelle et symbolique d'une plus grande mixité dans ce secteur. Ils ont également tous concédé que cet objectif était loin d'être atteint. Les raisons de cette absence de parité dans l'industrie sont multiples. Une des premières causes de cette faible mixité tient à la faible proportion de femmes dans les écoles de formation en amont, puisque seuls 26% des étudiants des filières spécialisées en jeux vidéo sont des femmes. En outre, entre les études et l'insertion dans la sphère professionnelle, on note aussi une déperdition d'effectifs, sans doute liée au fait que l'insertion dans la sphère professionnelle est souvent synonyme de précarité pour les femmes, marquée par un début de carrière instable, propice donc aux sorties rapides. Enfin, les conditions de travail constatées dans l'industrie demeurent défavorables aux femmes, qui ont d'ailleurs plus souvent tendance à quitter l'industrie après 35 ans que les hommes. Alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, ces 35 ans, c'est globalement l'âge où les femmes vont commencer à s'occuper des enfants quand le père ne le fait pas. Ce phénomène du tuyau percé est le résultat d'un environnement de travail encore peu favorable aux femmes. Cycle de production intense et culture du crunch. Donc pour les plus vieux, c'est les anciennes charrettes. Je parle à toutes les générations, qui mettent à mal l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Climat professionnel parfois toxique, faible perspective de progression de carrière et d'accès à des postes stratégiques, certaines familles de métiers encore largement sous-féminisées, en particulier les métiers dits techniques, où les femmes ne représentent que 7% des effectifs. Violences sexistes et sexuelles toujours à l'œuvre malgré un MeToo du jeu vidéo initié en 2020 après les révélations de scandales de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles ayant touché l'industrie, en premier lieu l'entreprise Ubisoft, dont 3 cadres ont récemment été condamnés par la justice. Les femmes ont également plus de difficultés à obtenir des financements auprès des investisseurs. On a rencontré des femmes qui avaient des jeux, qui ont voulu les développer et qui ont eu moins de facilité pour accéder à des prêts. Entre autres, lors de notre déplacement à Montpellier, la fondatrice du studio de développement Camélia, qui a dû fermer ses portes au bout de 3 ans, faute de financement. Son témoignage a confirmé que nous observons souvent les difficultés particulières que peuvent rencontrer les femmes dans l'accès au financement. Si elle a pu bénéficier de plusieurs soutiens publics, notamment du CNC, elle nous a expliqué avoir dû construire le financement de son studio étape par étape, avec le sentiment de devoir davantage montrer patte blanche que ses homologues masculins, passant son temps donc à devoir rassurer les investisseurs plutôt que de s'occuper du développement de son studio. Face à ces constats, nous formulons plusieurs recommandations visant à féminiser l'industrie du jeu vidéo et à structurer cette filière sur le plan social. Pour féminiser durablement l'industrie du jeu vidéo, il est nécessaire de mener une politique volontariste de féminisation à tous les niveaux,
que ce soit au moment de la formation initiale, au moment de l'entrée dans la vie professionnelle ou tout au long du déroulement de la carrière. Mais on disait la même chose dans Femmes et Sciences. En fait, on se rend compte que c'est dans beaucoup de métiers où les femmes sont encore en minorité. Il faut agir donc dès l'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'au sein des écoles de jeux vidéo, afin de renforcer la mixité des formations et de prévenir les violences sexistes et sexuelles dès la formation initiale. Nous préconisons aussi de mieux accompagner les carrières des femmes dans les entreprises en développant le mentorat, les réseaux professionnels et en conditionnant les aides publiques à des engagements concrets en faveur de l'égalité. Enfin, nous considérons que la poursuite de la féminisation passe par une véritable structuration sociale de la filière à travers l'élaboration d'une convention collective propre au secteur. On se rend compte que, effectivement, c'est un secteur très neuf et qui ne s'est pas du tout structuré socialement, ou enfin très très peu, alors qu'ils occupent désormais une place centrale dans le paysage culturel français. Et donc on peut constater qu'ils n'ont pas achevé leur révolution industrielle, celle de la mixité et de la parité, voire de l'égalité. Pas plus qu'ils ne sont allés au bout de la révolution des représentations dans leur univers narratif, là encore malgré des progrès notables qu'on a pu voir au cours des 10 dernières années. Et ça, je tenais à le saluer. Sur ce sujet de la représentation des femmes dans les jeux vidéo, je vais désormais passer la parole à mon co-rapporteur Adelziane. Merci Madame la Présidente, et merci aussi à toutes les deux pour ce travail que nous avons pu poursuivre au cours de ces 8 mois de travaux, de ces dizaines et dizaines d'interventions, d'auditions et de déplacements. Ces 8 mois de travaux aussi qui nous ont montré que l'industrie française du jeu vidéo, elle est partout présente dans nos territoires et à l'étranger. Ce qu'on a pu constater en France, bien sûr, c'est aussi une forme de méconnaissance et un manque de reconnaissance de cette évidence qui fait de l'industrie du jeu vidéo dans notre pays la première industrie culturelle devant le cinéma, devant l'édition, et un besoin aussi de donner une forme de lettre de noblesse aussi à ce secteur aujourd'hui dans notre pays. On s'en est rendu compte dans nos déplacements, la Présidente l'a dit, à Paris, à Montpellier. Nous sommes allés dans Lyon, à Tonnerre, dans une école de jeux vidéo, dans un territoire un peu sinistré économiquement, mais qui s'appuie sur cette école de jeux vidéo avec 180 étudiants et dont le directeur participe à redynamiser le territoire. Enfin, à Montréal, place forte de l'industrie mondiale du jeu vidéo, Ubisoft a installé dès 1997 ses studios, son plus gros studio avec 4000 employés. Le premier enseignement de nos travaux, et sans doute le plus frappant, c'est que les femmes ont déjà fait la conquête de leur place parmi les joueurs. Au début des années 2000, comme l'a rappelé notre présidente, elles ne représentaient que 10% des joueurs. Aujourd'hui, elles sont plus de la moitié chez les 16-30 ans, la génération Z, et elles sont même majoritaires à 55%. Elles jouent sur tous les supports, elles investissent désormais tous les genres de jeux, y compris les pratiques les plus engagées, longtemps considérées comme un bastion masculin. Et ainsi, comme l'a résumé l'une des personnes que nous avons pu auditionner, l'enjeu n'est plus de savoir si les femmes ont leur place dans le jeu vidéo, elles l'ont déjà, mais cette révolution des pratiques ne s'est pas encore pleinement traduite dans les imaginaires. Ces derniers continuent encore à largement les exclure, à les cantonner à certains stéréotypes, et nous nous sommes attachés dans ce rapport à expliquer ce paradoxe. D'abord, il tient, pour celles et ceux qui pratiquent le jeu vidéo, à une histoire du jeu vidéo née dans un univers très largement masculin. Un héritage qui a façonné les personnages, les récits et les représentations. Puisque pendant longtemps, les femmes ont occupé une place secondaire dans ces récits vidéoludiques, soit absentes, soit des princesses, comme la princesse Peach, que Mario vient sauver très régulièrement et qu'il fallait délivrer. Est arrivé un moment particulier, c'est important de le repréciser, une héroïne qui a marqué toute une génération, Lara Croft, qui pour la première fois devenait le personnage principal de l'aventure, marquant une rupture, mais une rupture ambiguë, car cette conquête d'autonomie s'accompagnait encore de nombreux stéréotypes sexistes. Et puis depuis une dizaine d'années, les choses changent. Des héroïnes comme Ellie dans The Last of Us, Aloy dans Horizon, ou encore les personnages de Life is Strange, ou plus récemment Naoe dans Assassin's Creed Shadows, témoignent de narrations plus riches, de personnages plus complexes, plus réalistes. Et il est d'ailleurs révélateur que selon des données communiquées par Ubisoft, une large majorité des joueurs et des joueuses, 70%, choisissent d'incarner la ninja Naoe dans Assassin's Creed Shadow. Cela montre que des héroïnes fortes et complexes rencontrent pleinement les attentes du public. Et pour autant, ces évolutions coexistent encore avec des représentations plus stéréotypées, où l'hypersexualisation demeure une caractéristique fréquente de conception de certains personnages féminins.
L'histoire des représentations féminines n'est donc pas une progression linéaire, elle oscille constamment entre avancées et résistance. Et c'est ce que nous avons pu voir, les jeux vidéo accompagnent les évolutions de représentation de la société de manière générale. Ce débat s'est déplacé. Il ne s'agit plus seulement de savoir si les femmes sont présentes dans le jeu vidéo, mais aussi quelle place elles occupent dans la narration du jeu. Et comme les représentations ne sont jamais neutres, elles contribuent à façonner les imaginaires, les aspirations, les modèles d'identification et parfois le sentiment de légitimité de celles et ceux qui jouent. C'est ce qui a permis d'objectiver la chère diversité et inclusion de l'EDEC, inspirée du test de Bechdel appliqué au cinéma. Ces chercheuses ont conçu un outil appliqué à 129 jeux, à très large diffusion, et qui repose sur 4 critères. Est-ce qu'il y a autant de personnages féminins que masculins, des personnages féminins jouables, des personnages nommés, et aussi ont-ils le même temps de parole? Eh bien, les résultats sont éloquents. 67 jeux ne remplissent aucun des critères retenus. Ils occultent complètement la place de la femme, tandis que 3 seulement satisfont à l'ensemble du test. Et malgré les progrès accomplis, les femmes demeurent encore insuffisamment présentes et centrales dans les récits. Nos auditions ont également mis en lumière un second enjeu, celui de la diversité des représentations. Et plusieurs chercheuses et associations, notamment Women in Games France et Afro Gamers, ont attiré notre attention sur ce point. Lorsque les femmes sont représentées, certaines restent presque invisibles, comme les femmes issues de la diversité ou les femmes en situation de handicap. Or, un personnage de jeu vidéo n'est pas un personnage comme les autres. On ne le regarde pas simplement évoluer à l'écran, on l'incarne. Et l'avatar devient ainsi un support d'identification, de projection, parfois même de légitimité. Et les représentations ne façonnent donc pas seulement les imaginaires, mais elles influencent aussi le regard que chacun porte sur sa place dans cet univers. Et parce qu'elles façonnent ces imaginaires et les modèles d'identification, les représentations sont aussi un puissant levier d'égalité que nous avons pu constater dans toutes nos auditions et tous nos déplacements. Et il nous semble essentiel d'accompagner cette évolution déjà engagée des imaginaires pour rattraper enfin la révolution des publics. Car nous avons aussi observé une grande diversité de positionnements sur cette question dans nos auditions. Certains acteurs sont pleinement conscients de ces enjeux, mais d'autres découvrent ces problématiques ou, à tout le moins, ne les ont pas encore pleinement intégrées. Et par conséquent, face à ces constats, nous proposons d'aller au bout de cette révolution narrative des représentations, des évolutions qui sont déjà engagées, et notre ambition est de les accompagner, de les amplifier. Nos recommandations sur cet aspect de notre rapport s'articulent autour de 3 priorités. D'abord, accompagner les studios dans la conception de représentations diversifiées. Les auditions ont montré que les évolutions les plus durables naissent d'abord des pratiques professionnelles. Un lien très fort aussi avec le rapport Femmes et Sciences qui avait été rédigé et publié l'année dernière. Nous proposons ainsi de renforcer les formations, de diffuser les guides de bonnes pratiques et de créer sous l'égide du CNC un cadre de coopération pérenne entre les studios, les associations et le monde de la recherche. Cette coopération permettra de développer, d'améliorer et de diffuser des outils communs d'analyse des représentations, à l'image de celui conçu par la chaire diversité et inclusion de l'EDEC. Dans le même esprit, nous proposons qu'un formulaire relatif aux représentations des femmes complète les dossiers de demande d'aide au CNC, sur le modèle de celui qui existe déjà pour la violence. Ensuite, mieux informer les joueurs et leurs familles. Les auditions ont mis en évidence les atouts, mais aussi les limites du système PEGI. Ces pictogrammes présents sur les jaquettes qui informent les consommateurs sur les contenus sensibles, comme pour les films. Nous proposons donc de faire évoluer cette signalétique afin qu'elle prenne mieux en compte les représentations sexistes et qu'elle soit étendue aux plateformes de distribution des jeux mobiles, aujourd'hui largement utilisés par les joueurs. Enfin, parce que le jeu vidéo est devenu un objet culturel majeur, nous proposons de le mobiliser davantage comme support de l'éducation aux médias et à l'information, développer ainsi l'esprit critique face aux représentations qu'il véhicule pour permettre un meilleur accompagnement et durable de cette évolution des imaginaires. Les femmes ont déjà conquis leur place parmi les joueurs. Il appartient désormais à l'ensemble de l'écosystème de faire en sorte que ces imaginaires, ces communautés et ces compétitions reflètent enfin cette réalité. Et c'est précisément ce dont maintenant va nous parler ma collègue Marie Mercier. Merci, Madame la Présidente, chère Adèle. Donc, Adèle-Ziane vient de nous montrer que les femmes ont conquis leur place dans l'univers du jeu vidéo. Je vais vous dire qu'en ce qui me concerne, c'était loin d'être gagné, parce que l'univers du jeu vidéo m'était complètement inconnu. Pour tout vous dire, j'en étais restée à la Game Boy, sans jamais penser que c'était Boy, et au jeu Tetris. Donc vous voyez, je partais de très très loin, me disant même, mais quelle drôle d'idée que de se plonger dans ce sujet. Eh bien en fait non, j'ai découvert énormément de choses absolument passionnantes, donc merci beaucoup.
Parce que c'est vraiment loin d'être facile pour les femmes dans cet univers des jeux vidéo. En fait, les difficultés qu'elles vont ressentir, vont se prolonger jusque dans les communautés de joueurs, sur les plateformes de streaming, jusque dans les compétitions d'e-sport. On y reviendra. À chaque étape où les femmes vont gagner en visibilité, en fait, elles vont être davantage confrontées au sexisme, au harcèlement, et même à la remise en cause de leur légitimité. Est-ce que c'est vraiment leur place d'être ici ? Donc, le premier constat de nos travaux, ça va concerner les environnements de jeux en ligne. Les comportements sexistes, c'est pas du tout marginal et c'est pas du tout anecdotique. C'est vraiment une partie de l'expérience ordinaire des nombreuses joueuses. C'est comme ça. Ça pourrait quasiment pas être autrement pour elles. Les chiffres d'un sondage de l'IFOP en 2023 sont vraiment préoccupants. 40% des joueuses déclarent avoir été confrontées à des comportements sexistes, des propos déplacés, des remarques à connotation sexuelle, jusqu'à des menaces d'agression à caractère sexuel, donc d'agression physique, hein, on se comprend bien, au cours de leurs échanges avec d'autres joueurs. Et cette proportion va atteindre même 66% quand il s'agit de jeux de combat, et 60% pour des ados de 15 à 17 ans. Parce qu'elles sont repérées, les filles. Ces violences, elles ne s'arrêtent pas aux parties en ligne. Elles vont donc sur les réseaux sociaux, où elles vont être fléchées. Ça va être de véritables campagnes de cyberharcèlement, et vraiment, ça va affecter durablement la vie personnelle des victimes. Elles vont être marquées par ces attaques. Elles vont être choquées par ces attaques liées vraiment à leur genre. Nos éditions, elles ont montré que certaines femmes, elles subissent en plus un cumul de discrimination, notamment les femmes issues de la diversité qui sont visées en raison de leur genre et aussi en raison de leur origine. Eh bien, face à ce climat, qu'est-ce qu'elles font, les filles ? Eh bien, elles adaptent leur comportement. Elles renoncent au chat vocal parce que elles ont une voix plus aiguë. Elles vont choisir un pseudo masculin. Elles vont se protéger. Elles vont cacher leur identité et même quitter certaines communautés. Autrement dit, elles continuent de jouer, mais elles apprennent à se rendre invisibles. Vous avez pris peut-être le bus ou vous avez marché dans les rues de Paris, donc vous avez forcément vu cette affiche extraordinaire « Paris entre dans le game ». 6 juillet, 23 août, porte de Versailles, pour attirer les joueurs. Ah ben oui, les joueurs et pas les joueuses, parce qu'on a 3 hommes et ça ne fait aucune interrogation quant à leur genre. Donc les femmes, elles apprennent à être invisibles. Et si certains progrès ont été réalisés par les plateformes et les éditeurs en matière de modération, franchement, les outils actuels peinent encore à répondre à l'ampleur du phénomène et surtout aux formes qui sont toujours plus sophistiquées parce qu'elles sont prises par des comportements toxiques. Donc cette logique, elle se retrouve encore plus marquée dans le streaming, parce que plus qu'un simple loisir, c'est un espace de visibilité et de création de communauté. Alors que les femmes représentent la moitié des joueurs, eh ben elles sont très minoritaires chez les streamers et les streameuses les plus suivis. Donc on a essayé d'identifier les raisons de ce paradoxe, et comme l'a expliqué l'association Women in Games France, c'est pas du tout un manque de talent ou d'engagement. Pas du tout, elles sont aussi bonnes que les hommes, mais c'est une accumulation de freins qui vont se renforcer à chaque étape du parcours. C'est ce que l'association va appeler le tunnel de parité, qui explique pourquoi les femmes, presque aussi nombreuses que les hommes à jouer, progressivement, elles sont moins nombreuses à se lancer dans le streaming, à y rester durablement et finalement à parvenir à en vivre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les auditions, c'est qu'on pouvait vivre de ça. Qu'en fait, jouer, au sens jouer, était un travail qui permettait de gagner sa vie. Les témoignages des streameuses auditionnées ont été vraiment marquants. Elles ont expliqué qu'être visible sur une plateforme, ça signifie s'exposer davantage aux cyberviolences et au harcèlement. Et c'est cette exposition qui les conduit à protéger leur vie privée, à adapter leur manière d'exercer leur activité de streaming et parfois même à renoncer à certaines opportunités. Alors ça, l'accumulation, elle atteint le summum dans l'e-sport. Alors là aussi, j'ai découvert ce que c'était que l'e-sport. Il se trouve que dans la vraie vie, j'ai fait une spécialité de médecine du sport. Donc pour moi, la médecine du sport, c'est quand on court sur un terrain, quand on tape dans une balle avec une raquette, enfin c'est très physique. Or là,
j'ai essayé de comprendre ce que c'était que l'e-sport. Et j'ai vu qu'en fait, on a beaucoup de joueurs, joueuses, qui sont dans des énormes salles enfermées. Et donc, je pense qu'effectivement, ils ont des tendinites de Kervin parce que ça y va avec les manettes incroyables. Ils ont forcément des tensions musculaires comme nous, là, hein, comme vous aussi, musculo-cervicales. Ils ont besoin de coachs sportifs parce que, franchement, l'environnement, c'est extrêmement mental et extrêmement compliqué. Alors, pour un homme, mais encore plus pour une femme. Et pourtant, donc, l'e-sport est aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques du jeu vidéo. En fait, en théorie, la performance, c'est normalement uniquement sur le talent, l'entraînement, la stratégie. Donc, c'est là où on devrait se dire, ah ben, oui, c'est la mixité, ça, le talent est partagé, il faut justement être très, très bien préparé. Eh ben, c'est là où les femmes sont les moins représentées. Alors que c'est la moitié des joueurs de jeux vidéo, elles constituent que 7% des pratiquants de l'e-sport compétitif. Mais on va vite comprendre pourquoi. Une année, en gros, c'est 365 jours. Eh bien, pour les compétitions, il va y en avoir 360 avec des dates pour les hommes, et le petit peu qui reste va être pour les femmes. Alors forcément, elles vont avoir du mal à progresser, à gagner dans les classements et à être visibles. Donc cette sous-représentation, c'est pas un manque d'intérêt ni de compétences, hein. C'est ce que je vous ai démontré. Mais comme l'a présenté Women in Games, c'est là encore l'effet du tuyau percé. La pratique, plus elle devient compétitive, visible et professionnalisée, plus la présence de femmes diminue. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait, le jeu vidéo, ça nous permet de faire une similitude avec les sciences. Au départ, on peut se dire, oh, quel est le rapport entre femmes et sciences, femmes et jeux vidéo? Eh bien non, c'est ça, c'est l'invisibilité, les femmes qui ne croient pas en elles, et on ne les retrouve plus, on les perd. On les perd alors qu'elles sont bien sûr aussi douées, je n'irais pas dire plus douées, mais au moins aussi douées que les hommes. Donc les auditions ont montré cette éviction progressive, eh bien, elle est liée à cette accumulation de freins, un environnement souvent hostile, difficulté d'accès aux équipes. En fait, on ne fait rien du tout pour les mettre en valeur et faire en sorte que ce soit des grandes joueuses. Donc, au fur et à mesure, eh bien forcément, elles sont moins nombreuses quand on se rapproche du haut niveau. Donc, on a plusieurs recommandations, mais surtout, je vais vous en cibler trois priorités. Donc, faire des espaces de jeu en ligne des environnements réellement sûrs et pas des zones de non-droit où les pauvres victimes sont quasiment abandonnées. Les plateformes et les éditeurs, ils ont aujourd'hui des outils de modération, mais on doit en garantir l'efficacité. Ça sert à quoi un outil s'il n'est pas efficace, s'il n'est pas évalué? Donc, on propose l'effectivité des politiques de modération avec un véritable standard de sécurité en s'appuyant sur le DSA. On sait faire, et notamment des exigences de transparence. Les utilisateurs doivent pouvoir connaître les suites qui vont être données à leur signalement, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer derrière, et les opérateurs devront publier les données qui permettent d'évaluer concrètement les résultats. Donc, efficacité égale évaluation. Au-delà de la modération, nous proposons également de mieux accompagner les victimes. Ça, c'est aussi flagrant dans bien d'autres domaines, en renforçant la formation des forces de l'ordre, en facilitant la collecte des preuves numériques et en développant une expertise dédiée tout au long de la chaîne pénale. Très souvent, les victimes, elles sont oubliées. Ce n'est pas elles qui sont prises en charge. On s'occupe de l'auteur quand on s'en occupe. Notre deuxième priorité consiste à donner davantage de moyens aux acteurs qui font déjà évoluer la culture du gaming. Nos auditions montraient que les associations jouent un rôle essentiel dans la prévention. Très important, les associations. Elles sensibilisent les joueurs, accompagnent les professionnels, valorisent les rôles modèles et soutiennent les joueuses confrontées aux violences. Elles diffusent au quotidien une vraie culture de l'égalité dans le jeu vidéo. Donc, ce sont des partenaires de l'ensemble de l'écosystème. Elles font évoluer durablement les pratiques et les comportements. Et on propose donc de renforcer leur soutien pour qu'elles puissent vivre, poursuivre et amplifier cette action. Ça reste des associations qui ont besoin de moyens. Enfin, la progression de la mixité dans l'e-sport suppose de faire de la sécurité et de l'inclusion des joueuses une exigence commune de l'ensemble de l'écosystème. C'est donc nécessaire de réduire ce coût d'entrée sociale et psychologique de la compétition en encourageant les organisateurs, diffuseurs, sponsors et éditeurs à adopter des standards communs de prévention, de modération et d'accompagnement des joueuses, en particulier donc dans l'e-sport. On propose de soutenir la création d'une fédération française de l'e-sport. Il n'y en a pas. Il y a des fédérations françaises de sport partout, mais pas ici. Or, c'est considéré comme un sport. Donc, il faut structurer cette filière pour accompagner durablement la progression des joueuses. Enfin, nous proposons de réactiver le baromètre France e-sport. On ne peut pas améliorer durablement ce que l'on ne mesure plus. Quand on compte, c'est que cela compte.
C'est vraiment un adage qui marque beaucoup de choses. Enfin, ces recommandations, on peut le dire, elles poursuivent un objectif très simple: permettre à toutes les femmes d'évoluer dans un environnement plus sûr, plus inclusif et plus respectueux. Le chemin est encore long à parcourir, mais nous y veillerons et vous serez là aussi pour relayer nos préconisations. Merci. Voilà, donc je ne sais pas si maintenant vous avez des questions. Il y a peut-être aussi des questions en ligne. Je regarde Chloé, mais y a-t-il des questions? Bon, très bien, c'était très clair. Oui. Basile Bayeux, Public Sénat. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un retour en arrière? Vous avez parlé de représentation et d'héroïnes féminines dans les jeux vidéo. Il y a eu de plus en plus de polémiques. Vous avez parlé d'Assassin's Creed. Récemment, il y a eu Pragmata où l'héroïne était aussi une femme. Est-ce que vous ne craignez pas un retour en arrière de la part des studios qui développent ces jeux, au vu des polémiques que ça suscite sur Internet notamment, et que toute la fachosphère qui réagit à ces nouvelles-là à chaque fois? Oui, vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie. Je dirais. Il y a 2 points qui nous ont marqués quand même 2 points d'étonnement au début de notre audition. C'est d'abord de voir, à travers les données statistiques qui avaient été produites par Women in Games, par exemple, le CNC, la part des joueuses dans le monde du jeu vidéo. C'est très variable entre celles qui jouent de manière occasionnelle. Enfin, il y a plusieurs typologies, les hard gamers, les casual gamers, etc. Mais celles qui jouent sur les téléphones régulièrement, ça compte aussi dans les stats. C'est important. Et ça, c'était un des premiers éléments à mettre en évidence, je crois, dans le cadre de notre rapport, c'est que, et je le disais dans mon propos, les femmes ont une place extrêmement importante dans les pratiquantes, dans celles qui sont dans le jeu. Un autre point qui était important, c'est aussi de voir, je reprenais les chiffres, ils sont dans le rapport, du point de vue de l'industrie du jeu vidéo. En 2014, les femmes représentaient 10% à peu près des effectifs. Elles sont montées en termes de représentation à 24% en 2023. Et là, on constate une chute libre. On est aujourd'hui aux alentours de 20%, une régression à partir de 2023. Plusieurs explications ont été apportées, la crise du Covid, etc. Effectivement, on se dit, dans des secteurs en crise, parfois, ce sont souvent les femmes qui pâtissent les premières de plans sociaux. Moi, je corrélais les deux, c'est-à-dire cette évolution, cette participation de plus en plus active des femmes dans le monde du jeu vidéo, soit en tant que joueuse, soit dans l'industrie du jeu vidéo, avec cette évolution des représentations également, parce que la société évolue, mais parce que les femmes prenant de plus en plus de place dans ce secteur et en tant que joueuses, un besoin s'est fait ressentir de la part des industriels, de la part des créateurs de jeux vidéo, de laisser une place aussi avec l'évolution de la place de la femme dans la société, dans le monde du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport aux représentations, une fois qu'on a dit tout ça? Moi, on a plutôt entendu une communauté des industries du jeu vidéo qui était mobilisée, alors effectivement de manière plus ou moins approfondie, mais qui était plutôt mobilisée pour travailler justement sur cette question du genre, sur cette question de la diversité, sur cette question de la représentation des femmes dans le monde du jeu vidéo, et en particulier dans les jeux, afin qu'elles puissent avoir une représentation un peu plus forte, un peu plus globale, et pas seulement sur, comme on l'a pu évoquer il y a 40 ans de cela déjà, ceux qui avaient une NES et qui jouaient à Super Mario, une simple princesse enfermée dans une cage. Par contre, il faut être vigilant. C'est pour ça qu'on voit cette perte de place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Il ne faut pas que ce soit corrélé aussi, parce que je suis convaincu, et quand on a pu auditionner un certain nombre d'intervenants, que parce que les femmes sont dans l'industrie du jeu vidéo, elles poussent aussi à cette évolution, cette représentation. On a pu le voir avec les équipes d'Ubisoft en particulier, lorsque nous sommes allés à Montpellier. Ça joue un rôle extrêmement important dans l'animation des équipes, dans le travail sur les représentations et sur une narration qui soit plus pro-femme dans la création des jeux vidéo. Et alors, moi, je vais faire un lien quand même avec le rapport Mascu, puisque effectivement, on a quand même ce backlash qui nous arrive. On l'a dit depuis notamment la deuxième élection de Trump, depuis qu'il a mis les GAFAM au pas et qu'il n'y a plus de régulation, ou du coup, en tout cas, beaucoup moins. Et on voit qu'effectivement, se développe, vous le disiez, par la fachosphère, mais par la manosphère aussi, du harcèlement, y compris contre les créateurs de jeux.
qui, quand justement on nous l'a dit aussi, je crois que c'était chez Ubisoft ou un autre studio, des créateurs qui étaient très fiers d'avoir créé ou d'avoir participé à la création d'un jeu et qui se faisaient harceler sur les réseaux parce qu'ils l'avaient mis sur, je sais pas, sur Insta ou sur autre chose. Et donc, ils se faisaient harceler parce que justement, ce jeu était beaucoup trop woman-friendly, on va dire, et pas assez, il n'y avait pas assez de représentation très sexuée. Et donc, c'est effectivement, il faut y être attentif. C'est effectivement exactement le même type de mouvement dont on sait que ça n'est pas la majorité des hommes, mais c'est une majorité très active et particulièrement active sur les réseaux sociaux qui sont une partie de notre vie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a fait ce rapport sur les masculinismes pour dire sur le masculinisme en général et les types de masculinisme en particulier, dont un qui se déroule effectivement dans le jeu vidéo, dans le e-sport plus particulièrement. Soyons-y attentifs parce que parfois, et ça on a eu des témoignages aussi, le harcèlement à travers les jeux se transforme en harcèlement dans la vraie vie, pas que sur les réseaux. Des jeux, ça va se transporter sur les réseaux, et des réseaux, ça va se transporter dans la vraie vie avec une joueuse qu'on a croisée et qui s'est fait casser la figure dans un bar parce qu'on lui avait donné un rendez-vous là-bas. Et donc voilà, il y a un vrai lien entre ce qui se passe sur les réseaux et ce qui se passe dans notre vie courante. Donc il faut y être attentif. Mais effectivement, il y a des réseaux agissants qui essayent d'empêcher de cette représentation assez fidèle de ce que nous sommes en réalité. Bonjour, Gabriel Lavaux pour l'Humanité. Comme vous parlez de faire des espaces de jeux en ligne, des espaces sûrs et tous les espaces qui les entourent, j'ai notamment pensé à la plateforme Twitch qui aujourd'hui régule les différents comportements qui peuvent atteindre, qui peuvent être tout simplement misogynes ou même racistes, etc., etc. Mais il y a un problème, c'est que face à cette modération de ces plateformes, se créent des plateformes alternatives. Et je suppose que vous avez entendu parler de la plateforme Kik, où c'est littéralement un endroit où les propos misogynes et liés aux jeux vidéo prolifèrent énormément. Donc comment est-ce qu'on évite et comment est-ce qu'on contrôle ce genre de plateformes qui naissent Merci. Moi, j'ai préféré encore au rapport masculin dans un premier temps. Ce qui est interdit dans la vraie vie doit être interdit en ligne. Et donc, effectivement, et on le sait, c'est au niveau européen qu'il faut qu'on intervienne, mais pour veiller à ce qu'on puisse contraindre les plateformes et surtout les rendre responsables de ce qui se dit, puisqu'on sait que c'est leur modèle économique. Et qui fait effectivement son modèle économique, c'est de dire venez chez moi, non seulement c'est un peu moins cher, mais en plus vous pourrez dire tout ce que vous voulez. C'est son modèle. Eh bien, il faut qu'on lutte contre ce type de modèle. Oui, en fait, d'une façon générale, on se dit que Internet, ça ne peut pas être un royaume sans roi, sans loi, sans frontières. On ne peut pas tout dire et tout faire, comme le dit la présidente. Ça devrait être la même chose que dans la vraie vie. Rappelez-vous, quand on a commencé à interdire les films pornographiques aux enfants avec les fameux contrôles d'accès, on nous a dit « Ah ben oui, mais il y aura les VPN. » Via un VPN, il y aura toujours, la technologie sera toujours en avance. On aura toujours des parades. Il y aura toujours, pour certaines personnes, des moyens d'aller sur des sites comme ça qui sont presque racistes, en fait. C'est presque du racisme. Donc, d'abord et avant tout, l'éducation, ce qui se fait pas dans la vraie vie, ça doit pas se faire sur le net non plus. Et on appelait finalement à une modération des joueurs eux-mêmes. Il faut aussi croire en l'homme, en se disant que certains, s'ils voient de telles choses épouvantables, eh bien, qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes aussi. Il y aura toujours pire. Et en complément, on a eu l'occasion d'auditionner Twitch, justement, il y a de cela quelques semaines. Ça faisait partie des toutes dernières auditions pour les interroger sur leur dispositif de signalement, de comment est-ce qu'ils étaient en capacité justement, lorsqu'ils détectaient les outils de détection de comportements toxiques, sexistes, racistes, homophobes. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une plateforme qui se dote aujourd'hui d'un dispositif assez robuste qui permet ensuite de procéder à des bannissements de joueurs
Vous allez me dire, mais ils reviennent sous d'autres formes. Effectivement, mais ils ont vécu le processus de bannissement. Et ce que nous comprenons, c'est qu'ensuite, il y a des vérifications d'IP, etc., qui permettent ensuite de les mettre dans une forme de surveillance, même s'ils ont un nouveau profil, pour justement éviter que de tels types de comportements se reproduisent. Vous avez parlé de Kik, effectivement. On voit les dérives aujourd'hui, puisqu'il y a un procès qui démarre, le procès pour le décès de Jean Pormano qui démarre. Moi, j'ai envie de dire... La présidente l'a dit, c'est aussi au niveau européen le Digital Service Act qui est en cours de mise en application, qui doit permettre justement au niveau européen de bannir ou de renforcer le contrôle de ce type de plateformes qui ne respectent pas les règles de bien vivre ensemble, de respect. À un moment aussi, je pense que des plateformes sûres pour les hommes comme pour les femmes, comme Twitch par exemple aujourd'hui, peuvent attirer progressivement et permettre de délaisser des plateformes qui sont totalement dénuées de toute règle de comportement et de suivi. Et c'est ce travail-là qu'il faut poursuivre justement. Marie l'a rappelé, hein, la technologie a toujours un coup d'avance, on le voit sur les hackers, etc. Ensuite, à nous, législateurs, d'être en capacité d'apporter des solutions au fur et à mesure. Et je vais compléter sur Twitch, ce qu'ils nous ont dit, c'est que justement, dorénavant, c'était pas avec une adresse mail qu'on allait s'inscrire, mais avec un numéro de téléphone. Parce que autant on peut créer autant d'adresses mail qu'on veut, on prend pas autant de numéros de téléphone qu'on veut. C'est encore pas gratuit et open bar. Et donc, du coup, ça permet de beaucoup mieux contrôler qui peut s'inscrire et qui vient essayer de se réinscrire ou pas. Et si à chaque fois qu'ils sont bannis, ils viennent se réinscrire, ils sont obligés de changer de numéro de téléphone, c'est plus complexe, on va dire. Et ensuite, juste pour rebondir, le jour où il y aura des plateformes qui seront plus safe, les femmes iront très probablement plus. Et comme elles seront plus nombreuses, ce sera plus safe, etc. Et puis comme on est déjà à 55% des joueuses, eh bien, ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Et oui, je voulais dire que sur Twitch, donc on les a auditionnés. On a aussi auditionné des streameuses, dont Ultia, qui avait été harcelée. Il faut aussi veiller à ce que, dans la vraie vie pour le coup, gendarmes et policiers soient formés pour correctement poursuivre cela, puisqu'on voit bien que déjà, bon, on sort de, je vous l'ai dit, la commission d'enquête de l'IANA, donc on voit que parfois ça ne suit pas sur des viols, mais sur le cyberharcèlement, là, il y a un vrai besoin d'avoir une meilleure formation pour qu'ils comprennent que ce qui se passe en ligne a des répercussions là aussi dans la vraie vie, et donc il faut pouvoir lutter contre. C'était encore sur le rapport Mascu où on nous avait alerté sur des plaintes pour cyberharcèlement qui avaient été déposées sans être suivies, ce qui m'avait permis d'alerter le ministre de l'Intérieur qui a écrit à ce moment-là à la gendarmerie pour lui rappeler quelles étaient ses obligations. Donc il faut qu'on soit tous vigilants et puis ils se formeront aussi. Ils ont des enfants qui jouent, ils vont y être attentifs. Pardon. Sur votre première recommandation, vous parlez de sensibiliser les filles dès l'enseignement primaire aux filières scientifiques et numériques et rendre davantage visibles les jeux vidéo. Récemment, il y avait une agence, je crois, qui avait préconisé éventuellement d'intégrer les jeux vidéo à l'école primaire dans le parcours, et je crois plus précisément même l'e-sport. Est-ce que c'est une éventualité que vous avez considérée? Parce que là, c'est simplement les filières scientifiques et numériques sans préciser les jeux vidéo. Est-ce que ce serait possible? Oui, oui, enfin voilà, mais vas-y Adèle, vas-y, non, mais c'est pas, peu importe, oui, ce serait bien. Oui, et on le met aussi dans notre première recommandation, en disant sensibiliser les filles dès l'enseignement primaire à l'attractivité des filières scientifiques et numériques, rendre davantage visible au cours de l'enseignement secondaire les différents métiers du jeu vidéo en valorisant les débouchés et compétences liées à ce secteur. Alors, comment ? Alors, concrètement jouer, alors est-ce que c'est dans le programme scolaire qu'on va mettre des temps de jeux vidéo? J'en suis pas sûre, mais de toute façon que le jeu vidéo intègre la vie, je pense que, y compris probablement des centres de loisirs, etc. À mon avis, ça va forcément se faire progressivement, et ce serait plutôt pas mal parce que ça pourrait se faire de façon contrôlée, c'est-à-dire des temps limités, parce que là aussi, ce qu'on dit souvent, c'est l'école des parents. Quand on disait sur le rapport Mascu, il faut que les parents sachent que leurs enfants peuvent se faire capter plus sûrement en 20 minutes dans leur chambre derrière un téléphone
que de se faire agresser dans la rue. Là aussi, sur les jeux, le fait de pouvoir limiter, le fait du système PEGI pour pouvoir vérifier si c'est accessible ou pas, éviter que, parce que papa a envie de jouer à un jeu, il l'offre à son fils de 6 ans alors que c'est pas de son âge. Enfin, des choses comme ça, et je pense que là, ça relève de l'éducation parentale plus que des enfants. Alors, pour compléter, l'interdiction, surtout chez les ados, ça marche pas vraiment. Si on interdit les réseaux sociaux, ils vont s'empresser d'aller chez les copains, d'aller ailleurs et surtout d'y aller. Donc, interdire les jeux vidéo, non, mais éduquer aux jeux vidéo et éduquer aux réseaux sociaux. Et là, c'est de même que les gamins comprendront qu'il se passe quelque chose. Je prends souvent cet exemple des films porno, mais quand ils ont compris que c'était devenu très très compliqué, mais dans leur ah bon, si c'est très compliqué, alors qu'avant à 8 ans on se mettait dans un coin de la cour de récréation, on avait accès à 8 films, c'est peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait pour nous. Donc ça sensibilise, ça devient compliqué, ça devient symbolique. Donc les réseaux sociaux, il faut leur apprendre à s'en servir. Internet, c'est le meilleur comme le pire. Donc les réseaux sociaux, le jeu vidéo aussi, si vous jouez du matin au soir, mais ça va pas aller du tout là-dedans. Donc il faut vraiment responsabiliser les ados qui sont tout à fait capables de comprendre. Le but de l'adolescence, c'est de franchir la limite. C'est ça un ado, on se rappelle. Hein. Donc si la limite elle est tout près, ils vont, voilà. Si elle est un petit peu plus loin avec des explications, faut les éduquer à un monde qui est maintenant le leur et qui est un monde avec aussi ses graves inconvénients pour eux. Oui. Oui. Et juste pour aller dans le sens de ce que vous évoquez sur l'enseignement dès la primaire, en fait, la sensibilisation, ça va en fait avec le rapport femmes et sciences. Je reviens aussi là-dessus. On le voit dans les sciences, mais également dans les applications professionnelles pratiques, le monde du jeu vidéo, évidemment, il y a des effets d'éviction parce que en primaire, déjà, même dès la maternelle, ce qui a été montré dans le rapport Femmes et Sciences, on explicite aux jeunes filles qu'il faut plutôt qu'elles aillent vers des choses littéraires, quand les garçons, eux, vont devenir des ingénieurs, des constructeurs de ponts, des constructeurs de bâtiments. Et ça, ce sont des dysfonctionnements, j'ai envie de dire, d'orientation, qui se reproduisent au fur et à mesure, en primaire, et ensuite au collège. Et on a pu le voir dans les écoles de jeux vidéo que nous avons pu visiter. On retrouve ces problématiques et les femmes que nous avons pu rencontrer, les jeunes étudiantes, nous ont dit qu'à un moment, ça a été un choix fort de leur part d'aller dans ces métiers de codage, du design, de l'UX, du graphisme, parce que c'était des passionnés de jeux vidéo et qu'elles avaient envie, mais qu'elles n'avaient pas trouvé cette ni sensibilisation, ni, j'ai envie de dire, voilà, de motivation d'être poussées par le corps de l'éducation nationale pour aller vers ces métiers. Et donc, ça fait partie des recommandations en s'appuyant sur le rapport Femmes et Sciences, bien sûr. Bon, j'ai une question. Donc, comme vous parlez effectivement d'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge les manières de se comporter sur les jeux vidéo, de ne pas... Enfin, non, pas les manières de se comporter, mais d'éviter d'adopter le plus possible des comportements sexistes, etc. etc. Comment est-ce que, en sachant que les éducateurs et les enseignants ont déjà plus les moyens de faire leur mission de base, comment est-ce qu'on peut mener une guerre culturelle et éducative contre le sexisme à ce moment-là? Merci. Alors moi, je vais vous répondre Femmes et Sciences. En fait, il y a une certaine cohérence dans les travaux de la délégation droits des femmes, puisqu'on a travaillé sur Femmes et Sciences l'année dernière. Et il y a un plan filles et maths qui existe aujourd'hui, qu'a mis en place Elisabeth Borne et qui, je l'espère, mais je pense, est suivi aujourd'hui. Et dans les premières choses, c'est en fait la formation des enseignants à ne pas avoir de biais, puisqu'on se rendait compte que, ne serait-ce que dans la notation, puisqu'on perdait les filles au cours préparatoire, mais dans la notation, au moment du cours préparatoire, on pouvait voir qu'une fille était valorisée parce qu'elle était sage, consciencieuse, attentive, alors qu'un garçon était valorisé lorsqu'il était inventif, vif, et donc on voit que c'était pas les mêmes sujets qui étaient valorisés, et ça, ce biais-là, en fait, il est très important. Il existe dans les familles, parce que de toute façon les professeurs des écoles sont rien d'autre que nous-mêmes, donc tous ces biais existent chez nous, existent dans la société, existent à l'école, mais justement à l'école on devrait commencer à le faire disparaître. Et donc je pense que c'est déjà par l'attitude que l'on a soi-même vis-à-vis des élèves. Notre collègue
Olivia Richard souvent nous expliquait que quand même, quand ses enfants étaient justement dans ces classes-là, il y avait la case rose pour mettre les dessins des filles et la case bleue pour mettre les dessins des garçons. Donc on voit que tout est induit dès le départ. Donc si on est formé à ne pas avoir ce genre de désignation première, on doit pouvoir un peu plus libérer. Ensuite, sur les jeux vidéo, je pense qu'effectivement, ce ne sera pas forcément dans les cours eux-mêmes, c'est pour ça que je disais, mais que ce soit en accompagnement, que ce soit les fameuses applications occupation périscolaire là, qui ont changé de nom de je ne sais pas combien de fois, mais ça peut être dans un accompagnement, au même titre qu'on s'était rendu compte que de faire jouer les enfants aux échecs, c'était aussi une bonne façon pour leur apprendre à se concentrer, mais de façon ludique. Je pense que les jeux vidéo peuvent aider aussi à ça. Mais non, je ne pense pas qu'on imposerait aux professeurs, et entre autres aux professeurs des écoles, d'avoir en plus ça. Mais si déjà la formation des professeurs des écoles, déjà si on en prenait de plus scientifique, c'est-à-dire que non seulement l'idée c'était de leur apprendre à ne pas avoir de biais sexistes dans leur comportement vis-à-vis des élèves, mais c'était aussi le fait de ne pas avoir de biais, parce qu'on s'était rendu compte que les professeurs des écoles, très majoritairement, étaient des femmes qui avaient fait des études littéraires avant de devenir professeurs des écoles. Donc de toute façon, c'était déjà de base une matière qu'elles n'appréciaient pas, et que le fait de ne pas apprécier les maths, eh bien du coup, c'est plus difficile de les enseigner, et le fait de ne pas apprécier se passait plus d'une femme à une fille que d'une femme à un garçon. Et donc là, la formation des professeurs des écoles, pour essayer d'avoir des professeurs des écoles plus scientifiques aussi, d'avoir une mixité dans les origines scolaires, étudiantes de ceux qui deviendront les professeurs des écoles, doit pouvoir jouer, si je puis dire, et peut-être jouer aussi sur les jeux d'ailleurs. Puis le fait que 55% des femmes, dont les jeunes femmes, ça permettra aussi d'avoir un regard différent, et peut-être, sinon d'apprendre à jouer, au moins d'accompagner les enfants dans le jeu, en sachant justement les prémunir des dangers qu'ils pourraient y trouver. Je vous en prie. Ah non, c'est bon. Je croyais que vous leviez le doigt. Eh bien, écoutez, si c'est bon, eh bien, comme il n'y avait pas de questions en ligne, je vous remercie, là encore, de votre présence. Et puis, comme vous l'avez vu, les jeux vidéo, c'est en fait une poursuite de nos travaux. C'est vraiment à l'intersection entre femmes et sciences, filles et sciences du mois d'octobre, et puis les mascus qu'on a remis il y a 15 jours. Ce sont des travaux qu'on va poursuivre, puisque de toute façon, on sait qu'on va avoir le texte sur les réseaux sociaux, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc, en fait, tous ces travaux vont se poursuivre au Sénat, que ce soit dans les différentes commissions de la culture, des lois, et évidemment à la délégation aux droits des femmes. Et donc, c'est notre dernière réunion et dernière remise de rapport. Je dis donc, alors je ne sais pas si moi je dis à tout le monde rendez-vous au mois d'octobre, mais en tout cas, pour la délégation aux droits des femmes, rendez-vous au mois d'octobre, évidemment. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.